Bienvenue, mesdames et messieurs. Cet atelier va être en français et anglais. Ça veut dire, moi, je vais parler en anglais. Notre deux intervenants vont parler en français. Et si vous avez des questions après, c'est bien en français ou anglais, ça dépend. Donc, si vous voulez les écouteurs, si vous pouvez prendre maintenant. Okay, and now I will continue in English, because you already discovered it's not my first language. My name is Anne Solgaard. I'm Head of Learning and Leadership with the Norwegian Green Building Council, and we work with the French Green Building Council through the European network with the World Green Building Council. The topic of this session is urbanisme circulaire, la fabrication de la ville, en réponse à l'étalement urbain. Okay, read the program and you'll get the full title. I'll make it in French in a few seconds. You can do that. So, as you know, cities cover, or you may not know this, but cities actually only cover 3% of the global surface. But we consume, those of us who live in cities, 75% of the global resource base. And by 2050, it's expected that 67 of us are going to live in cities. This means that working with cities really has a huge impact on how we drive and work towards sustainability. But there's also a business case. We're going to touch on that a bit later. In 2016, 36 trillion was a turnover for the built environment, contributing to almost 40% of the global GDP. So we're a very significant sector. That's the built environment, which means building cities, partially, and more. But the same year, so 2016, the concrete sector, the emissions from concrete, represented between 5 and 8% of global CO2 emissions. I'll call that an opportunity. Because the circular economy, which has been crystallizing in the last couple of years, as an economic model that enables resources to last for as long as possible, enabled through design. This is done by applying strategies such as repair, refurbish, reuse, reduce, recycle, and probably most important, rethink. And with rethinking, we can look at mechanisms like sharing and servicing. So we're thinking full systems. And moving towards a circular built environment, and more specifically, urban circular built environments, is a matter of moving from planning to designing urban spaces and places. The question is, how do we move towards the future of cities that we want within planetary boundaries? We actually design it. So what are the alternatives to urban sprawl as we know it? How can we build a flexible yet sustainable urban space capable of adapting to changing needs of citizens, yet responsive to ecological attributes? Sylvain Grisson will tell us about why and what we can do to transform our urban spaces towards circularity. And later, Alexandre Mouche, practicing names, and then I still get worried that I say the wrong way, but this is what you get. Will tell us about how his agency, Vraiment, has worked with the North Lab Transformation Project in Brussels. But first, give a very warm welcome to Sylvain Grisson, founder of DixiNet. Thank you. Alors, ça m'arrive pas souvent, mais ce matin, on a eu un discours politique de Madame la Ministre qui a bien posé les choses, et je voulais souligner sa qualité. La qualité première, c'était aussi de recentrer le débat
hein, et de se dire qu'on n'allait pas finalement résoudre le problème en construisant des bâtiments extrêmement performants en périphérie des villes. Et que nécessairement la solution se faisait aussi au sein de la ville existante, au sein des bâtiments existants, et sans doute aussi sur notre modèle de production de la ville. L'urbanisme circulaire, ce n'est pas un concept, c'est vraiment une pratique, c'est une pratique existante, et je vais vous expliquer pourquoi, qui vise à amener tout simplement des réponses et des alternatives très concrètes à l'étalement urbain, parce que très certainement la réponse est là. Aujourd'hui, on a une fabrique de la ville qui est dans l'impasse. Voilà ce que c'est. Globalement, on a certes, pour le moment, que 3%, comme tu le disais, de la surface du monde, du globe, qui est aujourd'hui par la ville, qui est aujourd'hui occupée par la ville, mais on attend une augmentation de 50% de la population urbaine dans les 30 prochaines années. Ça veut dire qu'on a le cumul de deux facteurs. On a une augmentation de population d'un côté et une augmentation de l'urbanisation de l'autre côté. L'essentiel de la croissance de la population se fera dans les villes. Ça, c'est vrai dans le monde, évidemment. C'est aussi vrai en France. C'est aussi vrai en France et on l'oublie. Alors, il y a une petite erreur dans le discours de ce matin qui montre bien qu'on maîtrise très peu ces choses-là. Vous savez, on dit que c'est un département tous les 7 ans qui est consommé en France ou un département tous les 10 ans. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. En fait, on a enfin des chiffres. Ça fait 20 ans qu'on en parle et on a enfin des chiffres. C'est un département tous les 20 ans. Donc je peux m'arrêter là maintenant, mais est-ce que c'est moins grave pour autant? Un département tous les 20 ans, c'est à peu près 30 000 hectares par an. Ça représente une vingtaine d'aéroports Notre-Dame-des-Landes. Tous les ans. C'est 3 fois la surface de Paris. C'est évidemment pas réparti partout de façon égalitaire et c'est, quoi qu'il en soit, un étalement urbain, un étalement de la ville qui a lieu finalement partout, y compris dans des régions sur lesquelles on voit une baisse de la population, une baisse du nombre d'emplois. On a quand même une croissance de l'aire urbaine qui vient grandir. Finalement, on a une croissance certes, mais surtout un étalement, c'est-à-dire une très faible efficacité. Aujourd'hui, l'emprise de la ville, c'est essentiellement de l'enrobé et du gazon. On parle beaucoup de bâtiments ici. L'impact de la ville sur le sol mondial, c'est le gazon et l'enrobé. Le bâtiment, c'est 18%. Et puis surtout, on a un rythme de croissance de la ville qui est bien plus rapide que le rythme de croissance de la population. Donc finalement, on a un modèle de développement urbain qui, globalement, depuis les années 60, devient de moins en moins efficace. On construit de plus en plus, on consomme de plus en plus de sol pour amener finalement de moins en moins de services à la population. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, le moteur de l'explosion, c'est la voiture. C'est à la fois la cause et l'effet. La cause de l'éloignement, notre capacité à éloigner les fonctions, vous le connaissez, hein, c'est cet éloignement des zones d'emploi, cet éloignement des zones résidentielles, mais c'est aussi une des conséquences. Alors, on a bien sûr l'industrialisation de la voiture, mais aussi derrière l'adaptation de la ville, et finalement aussi l'adaptation du pays. Ça, c'est une courbe que je trouve toujours assez intéressante. On a une bascule, en fait, qui a été extrêmement rapide aux États-Unis, en 10-15 ans, entre le cheval et la voiture. On a inventé ça en 1924, c'est la nourriture pour chiens, les premières boîtes de nourriture pour chiens. C'est une bascule technologique, une bascule urbaine aussi. On ne savait plus quoi faire des chevaux. Ils étaient mis là-dedans. Et puis, on a habité toujours plus loin, ça c'est le développement des linéaires d'autoroutes en France. C'est-à-dire qu'après avoir adapté le pays, la ville à la voiture, créé des passages piétons, créé des trottoirs, créé de la signalisation, on a adapté le pays. Et on a pu habiter plus loin, pourquoi? Avec le réseau autoroutier. On a donc adapté l'ensemble du pays à tout ça, et on a eu cause et conséquences, évidemment, les embouteillages le matin, la pollution dans les villes en périphérie, le stress, l'accidentologie liée à tout ça. C'est une des conséquences de l'étalement urbain. Autre conséquence, c'est évidemment les impacts environnementaux, notamment la production, l'émanation de CO2, puisque la consommation de sol est très fortement émissive en CO2. On a énormément de CO2 qui est stocké dans un sol, et notamment un sol agricole. On a aussi une perte de surface agricole, une perte de production de surface agricole. 95% de l'étalement urbain a lieu sur des terres agricoles. On a perdu depuis 50 ans 50% des mètres carrés dédiés à notre alimentation par Français. On a une augmentation de la population, une baisse des surfaces agricoles, 54% exactement. Or, on va avoir besoin de ces surfaces agricoles. On le voit bien, on va changer nos pratiques agricoles.
On est en train de prendre un virage. On voit bien aussi, on a aujourd'hui cette nécessité d'avoir plus de qualité, plus de proximité, etc. Et on va être tout simplement plus nombreux. On a besoin de ces surfaces. On vit à crédit avec l'étalement urbain. On sait investir sur les infrastructures, on sait faire les réseaux, les routes, on ne sait pas les entretenir. On n'a plus les moyens, on ne sait pas amener les services publics en périphérie des villes. Et puis, il y a cette question de l'image. En 2010, Télérama titrait sur Halte à la France moche. Évidemment, ce n'est pas un débat esthétique. Évidemment, c'est une question de qualité de vie, c'est une question de proximité de vie, c'est une question de capacité à vivre sans avoir sa voiture au quotidien, sans avoir sa voiture pour tout et tout le temps. Finalement, on est là sur ce que j'appelle moi les limites d'un modèle, puisque c'est bien notre modèle. Aujourd'hui, on a 45% des investissements dans le BTP qui sont concentrés sur le neuf, et on a 60% des projets de construction qui sont en dehors de l'emprise des villes existantes. Ça veut dire que ce qu'on sait faire, nous tous, c'est faire du neuf en périphérie. Ça, c'est le cœur de l'activité de la construction en France. Or, tout le monde a intérêt à ça. L'agriculteur a intérêt, le maire a intérêt, l'entreprise qui veut s'installer a intérêt, l'aménageur a intérêt, le promoteur a intérêt. Tout le monde est intéressé à consommer le plus de foncier agricole possible, le plus vite possible. C'est aujourd'hui la façon la plus efficace d'avancer. Alors comment on sort de l'impasse ? Sans doute pas avec une énième loi. Oui, c'est bien, mais on en parle depuis 20 ans. La SRU, c'est il y a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut arrêter. L'étalement urbain, c'est pas bien. Ça n'a pas donné grand-chose. Aujourd'hui, il faut qu'on crée des alternatives. Et c'est ça, l'urbanisme circulaire. C'est un concept extrêmement simple, c'est que finalement, la somme des bonnes pratiques qui existent d'ores et déjà, qui nous permettent d'avoir des alternatives concrètes à cet étalement. Alors, c'est simplement l'extrapolation de l'économie linéaire. Vous savez, je prends un objet, je l'utilise, je le jette. Dans l'économie circulaire, on vient recréer de la valeur. Je prends mon objet, et puis au lieu de le jeter, je le donne à mon voisin. Il est cassé, je vais le réparer. Il est finalement cassé et inutilisable, on va recycler sa matière, etc. Plus la boucle est courte, plus la valeur sauvée est importante, plus même la valeur créée est importante. Aujourd'hui, l'urbanisme linéaire, c'est ça, c'est la consommation d'espaces agricoles. On construit des bâtiments mono-usage, monofonctionnels, sur lesquels ils sont designés, programmés, construits pour un seul usage, et puis ensuite, quand c'est fini, on ne sait plus quoi en faire. On démolit ou on a des espaces de friche. L'idée, c'est simplement ça. On a des bâtiments, on va intensifier leur usage. Pourquoi est-ce qu'on a des bâtiments vides ? Vous avez des bureaux ? Qui occupe votre bureau en ce moment ? On a autant de bureaux que de participants à cette réunion qui ne servent aujourd'hui à rien. C'est 20 mètres carrés par personne, c'est une place de parking. Donc là, on a une ressource déjà dans la ville existante sans construire. Si on a des bâtiments qui ne peuvent plus servir, est-ce qu'on peut éviter de les démolir ? Est-ce qu'on peut transformer l'existant de façon à donner une seconde vie à un bâtiment ? Et puis quand on ne peut pas, est-ce qu'on sait reprendre des sols, déconstruire intelligemment, dépolluer et finalement reconstruire dans la ville ce qu'on aurait tendance à construire à l'extérieur de la ville ? Donc c'est ça, ce n'est pas un concept théorique, c'est juste concevoir, organiser, construire et surtout reconstruire en permanence la ville sur elle-même. Il y a déjà des précurseurs. Il y en a un qui est là. Je parlais tout à l'heure d'intensifier l'existant. Le Mab Lab, c'est un resto U, un restaurant universitaire du Crous. À 14h30, il ferme et ouvre le Mab Lab, qui est un espace de coworking, ouvert aux étudiants, ouvert aussi aux gens de Paris, aux entrepreneurs. C'est un des espaces de coworking les moins chers de Paris, puisqu'il ouvre qu'à 14h30. Pour autant, c'est un bâtiment qui, pendant 30 ans, n'a servi qu'à être un resto U, et qui aujourd'hui sert à plusieurs choses. On va avoir des exemples. Un exemple, je ne vais pas revenir là-dessus, sur les interventions qu'on peut avoir aussi en urbanisme temporaire et en quoi ça crée autre chose que simplement un usage pour un petit temps. On a besoin de travailler des espaces publics qui soient évolutifs. Là, on est sur une innovation nantaise qui est mise en œuvre aujourd'hui par une filiale de Google à Toronto, dommage. On a pu transformer des bâtiments emblématiques, des anciennes usines en espaces culturels, mais on a aussi beaucoup de sujets, des sujets d'infrastructure, une capacité à faire évoluer les choses, voire même à créer du neuf sur de l'ancien. Là, c'est comment, en rajoutant 2 étages sur un bâtiment existant, on vient financer en fait l'ensemble d'une opération de réhabilitation. On sait travailler l'existant, transformer des bureaux en logements, voire même penser des bureaux neufs qui seront se transformer en logements. Comment est-ce qu'on tire les leçons aujourd'hui pour construire des bâtiments qui seront évolutifs dans le temps. Comment, y compris, on se dit qu'on peut construire des parkings parce qu'on en a besoin, on a besoin de stationnement aujourd'hui, mais on est incapable de dire si on en aura besoin dans 10 ans. Donc on crée
des espaces de stationnement qui sont démontables, rémédiables, ou comme celui-ci, qui peuvent être transformés, qui sont conçus dès le début pour être transformés en bureaux. Comment on vient densifier la ville? C'est les opérations de BIMBY sur le résidentiel qui feraient bien aujourd'hui de s'étendre sur les zones d'activité économique. Une zone d'activité économique en France, c'est 30% de gazon. On a 30% du foncier dédié à l'activité économique qui ne sert à rien, ou plus exactement, qui permet de passer la tondeuse. Comment est-ce qu'on arrive à densifier, à parler de densité dans la ville, mais à en parler de façon positive, à la rendre non seulement acceptable, mais attrayante? Comment est-ce qu'on vient aussi renouveler des infrastructures qui sont délaissées? On a les grands malls américains, 600 malls abandonnés aux États-Unis, qui sont rachetés en ce moment par une petite société qui s'appelle Amazon pour faire des entrepôts logistiques. Qu'est-ce qui va se passer pour nos zones commerciales? Et puis on a des espaces de stationnement, on a des friches. Il faut qu'on apprenne à déconstruire, à réemployer, plutôt que de démolir sans réemployer les matériaux, etc., etc. On a beaucoup de solutions qui existent, elles existent aujourd'hui. Moi, ce qui me semble important, c'est simplement qu'on amorce la transition, qu'on écoute les pionniers, qu'on se dise qu'on sait faire, mais il faut faire différemment, et qu'on amorce collectivement une transition, un pivot, sur lequel on se dit, certes, on a fait de façon exceptionnelle des opérations de réhabilitation, des opérations de réemploi, on a réhabilité des friches, on a travaillé en corps urbain, c'est compliqué, c'était exceptionnel, maintenant ça va devenir notre quotidien. Il va falloir penser cette ville qui sera prête pour le futur. À mon sens, cette ville du futur, elle aurait trois grandes valeurs. La première, c'est évidemment d'être frugale en sol, mais aussi en matériaux, en énergie. La deuxième, c'est d'être résiliente, et c'est le thème de ce colloque aujourd'hui, être prêt au changement qui vient, quoi qu'il en soit. Et puis aussi, faire une ville pour tous. Ça n'a aucun sens de développer un centre-ville vertueux ou quelques bâtiments exemplaires si le reste de la périphérie continue de tourner au diesel. Il va falloir sanctuariser les terres arables et puis travailler sur ces boucles de l'urbanisme circulaire, intensifier plutôt que de construire. Si on doit construire, penser des espaces qui peuvent servir à plein d'usages différents, transformer plutôt que de déconstruire. Si on doit déconstruire, faire du neuf qui soit vraiment évolutif, et puis recycler plutôt que de s'étendre, voire même penser parfois à la destruction et au retrait de la ville et à son rétrécissement. Mais surtout, je voudrais insister sur un point, c'est fait, des gens l'ont fait, beaucoup d'entre vous l'ont fait. À nous de faire passer ça au quotidien. Moi, ce qui me semble important, c'est de se dire que derrière, finalement, on va mettre en place de l'intelligence là où on mettait du béton. On va dépenser dans vos cerveaux, dans notre capacité à faire, à designer, à penser, à dialoguer, plutôt que de dépenser dans des matériaux et dans de l'énergie qui finalement ne nous sert à rien, et que surtout cette ville qui saura se transformer sur elle-même, qui saura évoluer dans le temps et s'adapter, certes au changement climatique, mais aussi à nos usages, elle est certainement beaucoup plus attrayante, beaucoup plus agréable et beaucoup plus plaisante. Merci. Bonjour tout le monde, du coup je suis Alexandre Muche, et ça a été assez bien prononcé tout à l'heure. Je remercie pas Sylvain Grisot, parce qu'il a laissé entendre que j'allais vous expliquer comment on sauvait un département par an, et je ne vous le montrerai pas, puisque je ne sais pas le faire. Mais le deal qu'on s'était tout de même donné, puisqu'on a préparé cette présentation ensemble, c'était que j'allais rentrer ou ouvrir le capot d'un projet. Montrer comment, sur un exemple qui est très particulier, on peut commencer à amener de la bonne pratique sur cette question de l'urbanisme circulaire. Alors ce projet, c'est l'ABNORS. Pour donner quelques mots, du coup, on est vraiment une agence de design de politique publique qui travaille aussi sur des questions immobilières et privées, et là c'est le cas aujourd'hui. Et on travaille avec l'ABNORS, qui est un projet de transformation du quartier Nord. Quartier Nord, c'est quartier à Bruxelles, construit dans les années 80 autour de la gare du Nord, quartier assez central, construit sur un plan qui s'appelait le plan Manhattan. Alors on parlait de la présence de la voiture en ville, des choses assez sordides sur le papier et assez sordides dans la réalité, sordides au point que 30 ans après, le quartier souffre dans son entièreté d'une désuétude assez forte. On a construit des tours, des vraies infrastructures, hein, alors ça s'appelle, on va parler du World Trade Center, hein, c'est des petits gratte-ciel, et ils sont déjà désuets. Ils sont déjà vides, on a du mal à mettre des gens dedans, on doit quand même les entretenir, parce que si on les laisse vides, si on les chauffe pas, si on ne fait pas tourner la sécurité dedans, on doit tout refaire. Et du coup, nous, on arrive là avec une proposition qui est faite à un des acteurs, qui est peut-être une des questions intéressantes sur la façon dont se monte ce genre de projet, qui est Up for North, qui est une association qui regroupe l'ensemble des propriétaires et des promoteurs du quartier. Et on fait une proposition sur le fait que
Le système actuel, qui est le mono-occupant, qui occupe du rez-de-chaussée jusqu'au 30e étage la tour, cette monofonctionnalité à l'échelle du bâtiment et puis à l'échelle du quartier, hein, c'est un quartier, pour ceux qui ne connaissent pas Bruxelles, je ne vous invite pas à aller à 18h dans le quartier nord, c'est le quartier le plus mort de toute l'Europe. La Défense, à côté, c'est extrêmement jovial et le quartier nord, c'est vraiment désarmant. C'est un point noir dans l'identité bruxelloise. Les Bruxellois n'y vont pas et ça ne fonctionne pas. Hypothèse, alors du coup, on parle mixité verticale, etc. Alors, au début, on nous regarde, on dit, bon, on en a parlé souvent, la mixité verticale. Comment on le fait, comment est-ce qu'on l'organise, comment on attire ces acteurs qui font qu'à un moment, on va cohabiter verticalement dans une tour. Et là-dessus, on propose un projet d'occupation temporaire. Ça veut dire qu'on parle d'assez grands bâtiments. Ici, on prend une tour, 40 000 m², et on dit qu'est-ce qui se passe si pendant 1 an et demi, on accueille une grande mixité d'acteurs économiques, associatifs, universitaires, venant du privé, venant du secteur public, et testons un certain nombre d'hypothèses sur quelles peuvent être les nouvelles programmations de ces tours. Et le travail qui amorce, et du coup je vais un peu raconter comment ça se passe, c'est on sélectionne des gens sur ces critères de mixité. Est-ce que ton entreprise a un employé ou est-ce qu'elle en a 30 ? Est-ce que tu travailles le soir après 18h, ce qui manque dans le quartier ? Est-ce que tu travailles le matin ? Est-ce que ton activité apporte quelque chose à la vitalité urbaine et sociale du quartier ? Et sur base de cette sélection, on commence à mettre les gens ensemble. Et là, vous voyez par exemple, premier atelier, la dizaine d'occupants qui vont occuper un des 30 plateaux, 1500 m², commencent à réfléchir ensemble comment est-ce qu'ils cohabitent, comment est-ce qu'ils font colocation, comment est-ce qu'on met des espaces en partage, comment est-ce qu'on fait une salle de réunion, c'est quoi ça paraît très trivial, comment est-ce qu'on réserve cette salle de réunion, comment est-ce qu'on fait pour que la coloc, elle survive au commun. C'est difficile, hein, parce que dans une coloc, la première chose qui dérape, c'est l'évier de la cuisine qui déborde. Et ça, il y a des colocs qui meurent avec ça. Il y en a tous les jours et il faut poser très vite cette question de comment est-ce qu'on travaille, comment sont les nouveaux modes de cohabitation, de coworking ensemble dans les détails. Et on pose ça et on apprend en faisant. Du coup, la tour, là, vous commencez à apercevoir comment elle se découpe. Là, je crois qu'on est au bout de 6 mois où on a déjà occupé 7 étages. Et vous allez avoir une association qui accueille des migrants, une start-up qui développe de l'agriculture en souterrain, une couturière qui travaille avec des femmes au chômage, des architectes, des urbanistes, et nous-mêmes, agence de design, et l'agence d'architecture qui va travailler sur la future tour. Avec notamment, et je m'arrête là-dessus, sur cette idée que, en tant que concepteur ou co-concepteur de la ville, habiter sur site, vivre le bâtiment, vivre la tour, savoir que le bâtiment est compliqué parce que l'électricité passe dans le sol et que l'aération passe dans le plafond et que c'est pas évident de faire de la modularité avec ça, de vivre vraiment le bâtiment, ça a été une des clés du succès de la façon dont on a transformé les choses. Un exemple parmi d'autres, c'est on héritait de ce grand parvis piétonnier, dont on connaît tous les mauvais exemples des années 80 qui ne fonctionnent pas. On dit comment est-ce qu'on arrive à en refaire des espaces semi-publics. On a effectivement un héritage foncier, c'est pas tout à fait de l'espace public, ça appartient au privé, et c'est des terrasses qui n'ont jamais fonctionné. Comment est-ce qu'on refait de la petite agriculture urbaine là-dedans ? Comment est-ce que, sur des usagers qui ne trouvaient pas leurs usages, ici on a une association qui qui offre des espaces de travail de révision pour les étudiants pendant les pics des examens, qui est en gros un usage extrêmement intense, extrêmement temporaire. Pour résumer, le problème est grand à Bruxelles. Il manque 20 000 places pour pouvoir réviser à Bruxelles, et les bibliothèques ne suffisent pas. Du coup, on a une sorte de pic d'usage qu'on ne savait pas observer, et nous, on vient tester ça. On prend un plateau, on met 400 élèves dessus, et on voit qu'est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut juste du Wi-Fi ? Est-ce qu'il faut du Wi-Fi et des solutions acoustiques ? Est-ce que les rigues de vivre ensemble suffisent à gérer cette ambiance sonore ? Et ça marche extrêmement bien. Et du coup, le projet continue petit à petit avec des propositions qu'on fait à la SBL, à l'association, avec des propositions que font les occupants. Il y a un des occupants qui est un acteur qui promeut la question de la baignade urbaine et de la présence de l'eau en ville, qui va tout de suite installer dans l'énorme fontaine très sculpturale, très monumentale, une baignade urbaine dans cette pièce d'eau. Et tout d'un coup, on fait petit à petit pivoter le quartier. Le quartier qui héritait il y a 4 ans d'une vraie image sombre pour les Bruxellois, petit à petit revient dans la presse. Petit à petit, on commence à poser la question de
Est-ce que ce quartier fait partie du bien commun des Bruxellois? Et on a vraiment un programme de mutation qui a réussi à transformer l'image du quartier. Alors, notamment parce qu'il y a un vrai agenda qui petit à petit se monte, il y a une intensité d'usage, le soir notamment, qui était une des grandes questions qu'on posait, qui font que l'espace commence à vivre et qu'on raconte cet espace public qui était extrêmement très fort, en fait, cet espace public qui était juste l'accollement de tours monofonctionnels où les gens arrivaient le matin à 9h et repartaient à 17h, redeviennent plus vivants. Et là, je vous montre du coup le projet que porte 51-4E, les architectes avec qui on a habité dans la tour et qui ont maintenant développé ce bâtiment, qui est le projet ZIN. Et en fait, une grande partie du projet vient de cette intelligence-là. Ce qui est vraiment étonnant, c'est d'une part, ils ont travaillé sur cette question de réutiliser l'existant. Occuper temporairement, ça nous a permis vraiment de prouver qu'au fond, tout n'était pas acheté dans le bâtiment, qu'il y avait une vraie intelligence de noyau, qu'il y avait une vraie intelligence dans la façon de certaines façades et de leur relation à l'espace public. Ça, c'est des choses qu'ils ont conservées. Ils ont pu prouver que, notamment, la mixité verticale, c'était quelque chose qu'on pouvait vraiment pousser si on faisait attention aux espaces de flux. Et là, alors, je n'ai pas le schéma qui le montre, mais c'est un projet qui est extrêmement étonnant. Il propose une mixité en millefeuille. Un étage de logement, un étage d'hôtel, un étage de bureau, avec toutes les intelligences derrière énergétiques qu'il y a, qui est de rebalancer la chaleur d'un horaire à un autre, puisque certains utilisent le jour et d'autres utilisent la nuit. Mais du coup, en fait, tout ce programme, il a été permis parce qu'à un moment, on s'est donné une sorte de droit à l'erreur temporaire sur lequel on pouvait tester des choses. Et ça me paraît vraiment important, c'est que, effectivement, rénover un bâtiment, c'est faire beaucoup d'hypothèses, c'est se mettre beaucoup de contraintes. Pourquoi est-ce que j'utiliserais encore ce vieux noyau? Pourquoi est-ce que j'utiliserais cette vieille cage d'ascenseur? Et au fond, c'est surtout une équation qui peut être très intelligente parce qu'elle vous permet, au fond, d'une part, de tester et de conserver des choses qui fonctionnent. Et nous, par exemple, une des grandes questions, c'était est-ce que la hauteur sous plafond fonctionne bien? On a dit oui, à certains moments, effectivement, elle ne nous permet pas de faire tous les usages qu'on voudrait. Elle est un peu désuète. Mais si on la complète avec des doubles hauteurs, si on la complète avec d'autres endroits dans lesquels on retrouve du volume, dans lesquels on peut faire des vraies hypothèses d'usage, on retrouve une vraie qualité d'espace. Et du coup, ça, c'est, je pense, l'invitation que je donne là-dessus, c'est qu'au fond, l'urbanisme temporaire, ce type de projet, c'est pas tant que c'est une grosse prise de risque, c'est la seule manière, au fond, de vivre intelligemment ou de comprendre intelligemment ce qui existe et de l'utiliser intelligemment. Et du coup, après, je redonnerai peut-être la parole à Sylvain. Ce qui me paraît vraiment important, c'est qu'au fond, on donne à tous ces bâtiments un temps, et un temps qui est important, hein, je pense que c'était une des questions fortes. Au fond, dans les cycles de vie, on se rend compte que 10-15% du temps d'un bâtiment est inoccupé. Comment est-ce qu'on utilise ce temps-là pour réinjecter de la vraie intelligence de projet et de la reprogrammation? Donc ça fait plus qu'illustrer. Pour moi, ça démontre beaucoup de choses. La première chose, c'est que c'est possible. On n'est pas en train de parler de choses exceptionnelles. C'est déjà fait. Donc on sait faire, on a ce retour d'expérience et c'est exploitable. Qu'est-ce qu'on sait faire? Du temporaire, l'urbanisme temporaire, c'est-à-dire se dire ces 10-15% de vie d'un bâtiment qui ne servent à rien, on va les valoriser. Sauf que là, dans ce projet-là, on ne s'arrête pas là-dessus, juste à gérer un temps intermédiaire. Au travers de ce temps intermédiaire, on vient à la fois démontrer qu'on peut faire autre chose que de démolir pour faire du neuf. Et en plus, le programme qu'on développe, qu'on vient pousser, vient surdensifier cet espace. Donc sur une unité de sol, on a d'autant plus d'usage et amener une énorme complexité en termes d'usage et de fonctionnement et donc une intelligence dessus. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas du tout la façon dont on bosse d'habitude. Tout le process de projet a été complètement revu, complètement réinterrogé, et pas seulement par l'occupation temporaire, par ce temps particulier, mais par l'agrégation des acteurs, par le fait qu'à certains moments on donne du temps, etc. etc. Donc là, c'est vraiment une autre façon de faire la ville, avec pour moi l'invitation à justement affronter cette complexité, parce que certes elle est difficile, mais pour nous dont c'est le métier, c'est une formidable opportunité. And I want to build on that. And I'm actually, Alexandre, if you can continue, say, how did you work differently? I mean, one thing is that you, as a design, as Vraiment Romain, moved into the building, so you were actually participating. But how did you work with the other actors? And because you were a larger team, I can. Yeah,
Pour nous, ce qui a été de vivre sur place, je l'ai dit et je le redirai, ça a été vraiment important parce que sur cette question, par exemple, de comment est-ce qu'un plateau de 1500 mètres carrés qui est structuré autour du bureau individuel et comment est-ce qu'on en fait un plateau qui est adapté aux nouvelles façons de travailler, c'est une belle hypothèse, mais au fond, il faut le vivre au jour le jour. Et les histoires de la question de la colocation, pour nous, alors nous, on est designers, ce qui veut dire qu'on va travailler sur tous les points d'interaction qu'ont les usagers d'un bâtiment, qui peuvent être numériques. C'est quoi l'interface pour réserver la salle de réunion, par exemple. Mais qu'au fond, on va vraiment réfléchir dans les détails. Qu'est-ce qu'on peut mettre en hypothèse? Qu'est-ce qu'on peut tester? Pour qu'à un moment, on trouve des recettes qui font que cette idée de mixité que tout le monde a en bouche maintenant, comment est-ce qu'elle existe concrètement? Et c'est évidemment l'infrastructure du bâtiment, mais c'est aussi des questions d'interface, c'est des questions de vivre ensemble et quelles sont les règles, c'est quoi les règles de la coloc de chaque étage, comment est-ce qu'on accède, toute cette question de à quel point un bâtiment est public. C'est très dur, hein, une tour grande hauteur, comment est-ce qu'on atteint les niveaux de sécurité qui permettent d'en faire des espaces accueillants du public, etc. Pour nous, ça a été vraiment important de rentrer dans le dur et du coup, on s'est improvisé temporairement, un peu comme office manager ou concierge, au sens noble du terme, hein, de ce bâtiment. Et ça a été vraiment un savoir accumulé qui a été extrêmement important et c'est une expérience. Du coup, c'est la suite du projet qui se relance, qu'on relance à un autre endroit du quartier, puisqu'on s'installe dans la gare du Nord, un autre bel ensemble de 30 000 m², désuet, qui est déjà à moitié vide, et sur lequel on repose, c'est quoi un bâtiment gare? Comment est-ce qu'on programme ce bâtiment si compliqué, parce que extrêmement public au rez-de-chaussée, au niveau gare, mais tout d'un coup qui perd ses adresses au-dessus. Et c'est un process qu'on relance et dans lequel on réembarque une série d'acteurs pour une nouvelle aventure. But Sylvain, could you comment a bit also, because this is, like you say, it's a building in an area that's typically empty at night, and so here we have you're thinking neighborhood as well as the refurbishment of a building. So could you comment in the light of how we move to circular urban, like thinking circular in a context of a neighborhood? So. C'est difficile, mais c'est en effet la clé. C'est-à-dire, est-ce qu'on travaille à la bonne échelle? Est-ce que quand on travaille au bâtiment, on se pose les questions de l'interface avec l'espace public, du rez-de-chaussée, de ses perméabilités, et en quoi moi-même, bâtiment privé, je fais espace public? Comment, quand on travaille à l'échelle d'un quartier, on se pose la question de son intérêt et son interface avec la ville? Globalement, aujourd'hui, on n'a pas ces cycles de réflexion-là. Vous allez travailler sur le design d'un bâtiment, l'architecture d'un bâtiment, son usage, sa construction, etc. On ne vous pose pas la question de où est-ce qu'il est. C'est quand même la première des questions. La localisation de tout ça. Est-ce qu'on est en train de conquérir encore des surfaces de terrain agricole ou pas? Est-ce qu'on revient à toutes ces questions-là? Nous, on les a écrites, ces questions. Ça existe, donc comment on l'utilise plus? Ça existe, on ne sait plus l'utiliser, est-ce que vraiment il faut le démolir? Globalement, est-ce qu'on est capable de faire mieux si on démolit? Moi, je suis intimement persuadé que dans le cadre de ce bâtiment-là, cette contrainte d'essayer simplement le réemploi a amené de l'intelligence au projet, par de la complexité certes, mais tant mieux, ça fait plus d'intelligence, plus de boulot et moins de béton. Et pourquoi? Parce qu'on a affronté cette complexité de comprendre la structure, comprendre en quoi elle est plastique, en quoi elle ne peut pas fonctionner, etc. Par contre, il faut qu'on travaille chacun à une échelle plus globale. Alors c'est facile, je suis urbaniste. Donc moi j'ai envie de toujours travailler plus large, mais aussi qu'on travaille sur les temps. Donc tu le disais, il y a ces temps de nuit, etc. Et une des matières de l'urbanisme, c'est aussi ça, qu'on travaille sur les acteurs et leur organisation. La façon dont vous avez travaillé est nouvelle, mais la façon dont vous avez travaillé ensemble est d'autant plus nouvelle. Et comment aussi on travaille ces différentes strates, les strates du bâtiment, entre sa structure et un certain nombre de choses qui sont plus adaptées, ou les strates entre le foncier et le bâti, etc. etc. Donc ça repose toutes ces questions-là. Je pense que chacun doit voir un peu plus large que simplement ce qu'il fait d'habitude. En tout cas, ça démontre que c'est possible. Donc moi, j'invite tout le monde à réfléchir à comment il peut basculer sa pratique demain pour travailler sur autre chose que de l'étalement urbain et du neuf. Pourquoi? Parce que la ville de 2050, on est vraiment en train de la construire dès aujourd'hui. Donc la bascule, elle est maintenant. But if you, I mean, the many in the audience, I assume that also work on transformation projects. So what would be the first thing to think about from an urbanist point of view and from a designer's point of view? So if you could both respond.
premier réflexe, c'est vraiment, et du coup je reviens avec mes mots de designer, c'est cette idée du prototype ou l'idée que je pense que quel que soit le nombre de métiers de spécialistes, et Dieu sait qu'il y en a dans la salle, j'en fais partie, qu'au fond, il faut tester. Sur la question des usages, personne n'a la recette entière et parfaite, et qu'il faut tester pour trouver les bonnes recettes. Et là-dessus, je pense que c'est l'intelligence du prototype. La définition de prototype, c'est comment est-ce que dans 1% de mon produit final, de son prix, comment est-ce que dans une échelle infime du prix final du produit dans lequel je veux aboutir, je me donne un droit à l'erreur qui fait que si je rate un bout du prototype ou si certaines hypothèses de mon prototype sont mauvaises, comment est-ce que... Et je pense que cette innovation par le prototypage, elle est centrale et dans l'immobilier, elle est vraiment nécessaire au vu des enjeux que Sylvain a très bien présentés au début. Et moi, je vais rester là-dessus. Le prototype, et donc la modestie de ne pas savoir comment ça va se passer. Et notamment quand on est sur des places de conception, de se dire oui, on est en train de travailler sur un usage, mais travaillons dès maintenant sur le deuxième usage, sur suite après la deuxième vie du bâtiment. Et quelque part, déjà, on est sur une forme de modestie parce qu'on comprend qu'il y en aura peut-être une troisième, et celle-là, on ne peut pas l'imaginer. Et les usages de demain, comme le sera le contexte de demain, on ne sait pas les imaginer. Donc, ayons cette modestie de créer des espaces de vie, des espaces bâtis dans lesquels les gens sauront inventer des nouveaux espaces demain, des nouveaux usages demain, et finalement faire avancer la ville et lui permettre de se transformer. Arrêtons de prescrire finalement la vie des gens qui seront là dans 30 ans. Je compte bien être là, mais je ne sais pas comment moi j'aurai envie de vivre chez moi. Okay, we have a few minutes for one question perhaps. If there is any, if not, I have. Si vous avez une question qui n'est pas forcément en anglais. I have. Okay, then I have a question, and that is so next steps, because I know you're both very eager, busy. You're starters. So, what are sort of the next steps for big projects for you? Je trouve qu'un des grands enjeux, notamment sur cette question de la mixité, pour moi, c'est comment est-ce qu'on refait du projet public-privé sur cette question de la programmation. Et ça a été, je dis ça parce que ça a été une des complexités sur le quartier nord, pour un projet qui a démarré entièrement du côté privé avec cette association, mais dont on sent tout de suite qu'on touche à la question de la vitalité urbaine, qui est un objet aussi public, la vitalité du rez-de-chaussée, la vitalité du rez-de-chaussée au regard des espaces publics et des adresses qu'on fabrique, et qu'au fond, là-dessus, il faut des nouveaux modes de projet qui dépassent, c'est un peu ce process, le master plan qui met des usages et qui programme des fonctions à certains endroits, et puis après, on laisse au privé l'intelligence ou pas de bien mettre les usages là où on a programmé dans le master plan. Ça, on sent que c'est quelque chose qui est dépassé, et je pense que la prochaine étape, c'est réinventer les modes de projet qui, sur ces sujets-là, remettent le pouvoir public et les pouvoirs privés autour de la table. Donc le processus aujourd'hui de fabrication de la ville est buggé, ça ne marche pas. Il crée de l'étalement urbain et du neuf inutile, souvent, trop souvent. Donc nous, on se met complètement dans cette continuité de se dire comment on réinvente ce processus, en faisant prendre conscience les acteurs, en aidant aussi les organisations à pivoter. Donc c'est le travail dans lequel aujourd'hui, par ma société Dixit.net, on avance, c'est-à-dire d'un côté conscientiser les individus et de l'autre côté aider les organisations à pivoter. Donc je vous invite à suivre une newsletter qu'on a sur le site avec notamment un certain nombre de grosses publications qui vont sortir dans les prochains mois sur ce thème-là, de façon à dire comment est-ce qu'on passe au réel, notamment dans un contexte où on est en train de discuter de politique publique, on est en train de discuter de projets de territoire avec des élections qui arrivent. On a un certain nombre de questions à poser et on attend un certain nombre de réponses. Donc je vous invite à aller sur le site pour suivre sur la newsletter nos futures publications. So now I just want to give a big thank you to both of you. We'll follow with very open eyes, both from Norway, where I come from, and I'm sure from many places in France and from the rest of the world. So thank you very much. Thanks a lot.